Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture Les 1001 fantômes d'Alexandre Dumas. Le recueil a donc une grande importance historique car il est marqué par la terreur révolutionnaire et la guillotine. Sur le thème de la tête coupée, celle de la tête coupée qui parle, c'est l'horrible histoire du jeune savant qui étudie les têtes des guillotinés du jour et qui découvre parmi celles-là celle de sa fiancée. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, poser vos questions, commentaires avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc ma lecture au milieu du chapitre 1. Excellente soirée. On fut obligé de nous envoyer coucher de force, comme on fait aux enfants. Sous ce beau ciel tout brodé d'étoiles, au contact de cette brise parfumée, nous eussions volontiers attendu le jour. À 5 heures du matin, nous nous mîmes en chasse, guidés par le fils de notre hôte, qui nous avait promis monts et merveilles, et qui, il faut le dire, continua à nous vanter la fécondité giboyeuse de son territoire avec une persistance digne d'un meilleur sort. À midi, nous avions vu un lapin et 4 perdrix. Le lapin avait été manqué par mon compagnon de droite. Une perdrix avait été manquée par mon compagnon de gauche. Et sur les 3 autres perdrix, 2 avaient été tués par moi. À midi, à Brassoir, j'eusse déjà envoyé à la ferme 3 ou 4 lièvres et 15 ou 20 perdrix. J'aime la chasse, mais je déteste la promenade, surtout la promenade à travers champs. Aussi, sous prétexte d'aller explorer un champ de luzerne situé à mon extrême gauche, et dans lequel j'étais bien sûr de ne rien trouver, je rompis la ligne et fis un écart. Mais ce qu'il y avait dans ce champ, ce que j'y avais avisé dans le désir de retraite qui s'était déjà emparé de moi, depuis plus de 2 heures, c'était un chemin creux qui, me dérobant au regard des autres chasseurs, devait me ramener par la route de Sceaux, droit à Fontenay-aux-Roses. Je ne me trompais pas. À 1 heure sonnant au clocher de la paroisse, j'atteignis les premières maisons du village. Je suivais un mur qui me paraissait clore une assez belle propriété. Lorsqu'en arrivant à l'endroit où la rue de Diane s'embranche avec la grande rue, je vis venir à moi, du côté de l'église, un homme d'un aspect si étrange que je m'arrêtai et qu'instinctivement j'armai les 2 coups de mon fusil, mû que j'étais par le simple sentiment de la conversation personnelle. Mais pâle, les cheveux hérissés, les yeux hors de leur orbite, les vêtements en désordre et les mains ensanglantées, cet homme passa près de moi sans me voir. Son regard était fixe et atone à la fois. Sa course avait l'emportement invincible d'un corps qui descendrait une montagne trop rapide. Et cependant, sa respiration ralente indiquait encore plus d'effroi que de fatigue. À l'embranchement des 2 voies, il quitta la grande rue pour se jeter dans la rue de Diane, sur laquelle s'ouvre la propriété dont, pendant 7 ou 8 minutes, j'ai suivi la muraille. Cette porte, sur laquelle mes yeux s'arrêtèrent à l'instant même, était peinte en verte et était surmontée du numéro 2. La main de l'homme s'étendit vers la sonnette bien avant de pouvoir la toucher. Puis, il l'atteignit, l'agita violemment et presque aussitôt, tournant sur lui-même, il se trouva assis sur l'une de ces 2 bornes qui servent d'ouvrage, avancées à cette porte. Une fois là, il demeura immobile, les bras pendants et la tête inclinée sur la poitrine. Je revins sur mes pas, tant je comprenais que cet homme devait être l'acteur principal de quelque drame inconnu et terrible. Derrière lui, et aux 2 côtés de la rue, quelques personnes sur lesquelles il n'avait sans doute produit le même effet qu'à moi étaient sorties de leur maison et le regardaient avec un étonnement pareil à celui que j'éprouve moi-même. À l'appel de la sonnette, qui avait résonné violemment, une petite porte percée près de la grande s'ouvrit et une femme de 40 à 45 ans apparut.
Ah, c'est vous, Jacquemin ? Dit-elle. Que faites-vous là ? Monsieur le maire est-il chez lui ? Demanda d'une voix sourde l'homme auquel elle adressait la parole. Oui. Eh bien, mère Antoine, allez lui dire que j'ai tué ma femme et que je viens me constituer prisonnier. La mère Antoine poussa un cri auquel répondirent 2 ou 3 exclamations arrachées par la terreur à des personnes qui se trouvaient assez près pour entendre ce terrible aveu. Je fis moi-même un pas en arrière et racontai le tronc d'un tilleul auquel je m'appuyais. Au reste, tous ceux qui se trouvaient à la portée de la voix étaient restés immobiles. Quant au meurtrier, il avait glissé de la borne à terre, comme si après avoir prononcé les fatales paroles, la force lui abandonnait. Cependant, la mère Antoine avait disparu, laissant la petite porte ouverte. Il était évident qu'elle était allée accomplir près de son maître la commission dont Jacquemin l'avait chargée. Au bout de 5 minutes, celui qu'on était allé chercher parut sur le seuil de la porte. 2 autres hommes le suivaient. Je vois encore l'aspect de la rue. Jacquemin avait glissé à terre comme je l'ai dit. Le maire de Fontenay-aux-Roses, qui venait d'aller chercher la mère Antoine, se trouvait debout près de lui, le dominant de toute hauteur de sa taille qui était grande. Dans l'ouverture de la porte se pressaient les 2 autres personnes dont nous parlerons plus longuement tout à l'heure. J'étais appuyé contre le tronc d'un tilleul planté dans la grande rue, mais d'où mon regard plongeait dans la rue de Diane. À ma gauche était un groupe composé d'un homme, d'une femme et d'un enfant. L'enfant pleurant pour que sa mère le prît dans ses bras. Derrière ce groupe, un boulanger passait la tête par une fenêtre du premier, causant avec son garçon qui était en bas et lui demandant si ce n'était pas Jacquemin le carrier, qui venait de passer en courant. Puis enfin, apparaissait sur le seuil de sa porte un maréchal Ferrand, noir par devant, mais le dos éclairé par la lumière de sa forge dont un apprenti continuait de tirer le soufflet. Voilà pour la grande rue. Quant à la rue de Diane, à part le groupe principal que nous avons décrit, elle était déserte. Seulement à son extrémité, l'on voyait poindre 2 gendarmes qui venaient de faire leur tournée dans la plaine pour demander les ports d'armes, et qui, sans se douter de la besogne qui les attendait, se rapprochaient de nous en marchant tranquillement au pas. 1h15 sonnait. Chapitre 2. L'impasse des serpents. À la dernière vibration du timbre se mêla le bruit de la première parole du maire. « Jacquemin, dit-il, j'espère que la mère Antoine est folle. Elle vient de ta part pour me dire que ta femme est morte et que c'est toi qui l'as tuée. »« C'est la vérité pure, monsieur le maire, répondit Jacquemin. Il faudrait me faire conduire en prison et juger bien vite. » Et en disant ces mots, il essaya de se relever, s'accrochant en haut de la borne avec son coude. Mais après un effort, il retomba, comme si les os de ses jambes eussent été brisés. « Allons donc. Tu es fou, dit le maire. »« Regardez mes mains, répondit-il. Et il leva les 2 mains sanglantes, auxquelles leurs doigts crispés donnaient la forme de 2 cerfs. En effet, la gauche était rouge jusqu'au-dessus du poignet, la droite jusqu'au coude. En outre, à la main droite, un filet de sang frais coulait tout le long du pouce, provenant d'une morsure que la victime, en se débattant, avait selon toute probabilité faite à son assassin. Pendant ce temps, les 2 gendarmes s'étaient rapprochés, avaient fait halte à 10 pas du principal acteur de cette scène et regardaient du haut de leurs chevaux. Le maire leur fit un signe. Ils descendirent, jetant la bride de leur monture à un gamin coiffé d'un bonnet de police et qui paraissait être un enfant de troupe. Après quoi, ils s'approchèrent de Jacquemin et le soulevèrent par-dessus les bras. Il se laissa faire, sans résistance aucune, et avec l'atonie d'un homme dont l'esprit est abordé par une unique pensée.
Au même instant, le commissaire de police et le médecin arrivèrent. Ils venaient d'être prévenus de ce qui se passait. « Ah, venez, monsieur. Venez, monsieur Robert. Venez, monsieur Cousin, dit le maire. Venez, j'allais vous m'envoyer chercher. » Eh bien, voyons, qu'y a-t-il ? Demanda le médecin, de l'air le plus jovial du monde. Un petit assassinat, à ce qu'on dit ? Jacquemin ne répondit rien. Dis donc, père Jacquemin, continua le docteur, est-ce que c'est vrai que c'est vous qui avez tué votre femme ? Jacquemin ne souffla pas le mot. Il vint au moins de s'en accuser lui-même, dit le maire. Cependant, j'espère que c'est un moment d'hallucination et non pas un crime réel qui le fait parler. Jacquemin dit le commissaire de police. Répondez, est-il vrai que vous avez tué votre femme ? Même silence. En tout cas, nous allons bien voir, dit le docteur Robert. Ne demeure-t-il pas impasse des serpents ? Des sergents ? Oui, répondirent les deux gendarmes. Eh bien, monsieur le Ledru, dit le docteur en s'adressant au maire. Allons impasse des Cernians. Je n'y vais pas, s'écria Jacquemin en s'arrachant des mains des gendarmes avec un mouvement si violent que s'il ait voulu fuir, il eût été certes à 100 pas avant que personne songeât à le poursuivre. « Mais pourquoi n'y veux-tu pas venir ?» demanda le maire. « Qu'ai-je besoin d'y aller, puisque j'avoue tout, puisque je vous dis que je l'ai tué avec cette grande épée à deux mains, que je l'ai prise au musée d'artillerie de l'année dernière. Conduisez-moi en prison, j'ai rien à faire là-bas. Conduisez-moi en prison. » Le docteur et monsieur Ledru se regardèrent. « Mon ami, dit le commissaire de police qui, comme monsieur Ledru, espérait encore que Jacquemin était sous le poids de son ami, de quelques dérangements d'esprit momentanés. La confrontation est d'urgence. D'ailleurs, il faut que vous soyez là pour guider la justice. » « En quoi la justice a-t-elle besoin d'être guidée ?» dit Jacquemin. « Vous trouverez le corps dans la cave et près du corps dans un sac de plâtre. La tête, quant à moi, conduisez-moi en prison. » « Il faut que vous veniez, dit le commissaire de police. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» s'écria Jacquemin en proie à la plus effroyable terreur. « Oh mon Dieu, si j'avais su !»« Eh bien, qu'aurais-tu fait ?» demanda le commissaire de police. « Eh bien, je me serais tué. » Monsieur Ledru secouait la tête et s'adressant du regard au commissaire de police, il sembla lui dire « Il y a quelque chose là-dessous. » « Mon ami, reprit-il en s'adressant au meurtrier, voyons, explique-moi cela à moi. »« Oui, à vous, tout ce que vous voudrez, monsieur Ledru. » Demandez, interrogez. Comment se fait-il, puisque tu as eu le courage de commettre le meurtre, que n'aies-tu pas eu celui de te retrouver en face de ta victime ? Il s'est donc passé quelque chose que tu ne nous dis pas ? Oh oui, quelque chose de terrible. Eh bien, voyons, raconte. Oh non, non, vous diriez que ce n'est pas vrai, vous diriez que je suis fou. N'importe, que s'est-il passé ? Dis-le-moi. Je vais vous le dire, mais à vous. Il s'approcha de monsieur Letras. Les deux gendarmes voulurent le retenir, mais le maire leur fit un virage. Ils laissèrent le prisonnier libre. D'ailleurs, eût-il voulu se sauver, la chose était devenue impossible. La moitié de la population de Fontenay-aux-Roses encombrait la rue de Diane et la grande rue. Jacquemin, comme je l'ai dit, s'approcha de l'oreille de monsieur Ledru. « Croyez-vous, monsieur Ledru, que Jacquemin a demi-voix ? Croyez-vous qu'une tête puisse parler une fois séparée du corps ?» Monsieur Ledru poussa une exclamation qui ressemblait à un cri un petit visiblement.
Le croyez-vous? Dit répéta Jacquemin. Monsieur Ledru fit un effort. Oui, dit-il, je crois. Eh bien, elle a parlé. Qui? La tête de Jeanne. Tu dis? Je dis qu'elle avait les yeux ouverts et je dis qu'elle a remué les lèvres, je dis qu'elle m'a regardé, je dis qu'en me regardant, elle m'a appelé misérable. En disant ces mots qu'il avait l'intention de dire Monsieur Landru tout seul et qui cependant pouvaient être entendus de tout le monde, Jacquemin était effrayant. Oh, la bonne charge, s'écria le docteur en riant. Elle a parlé, une tête coupée a parlé. Bon. Jacquemin se retourna. Quand je vous le dis, fit-il. Eh bien, dit le commissaire de police, raison de plus pour que nous nous rendions à l'endroit où le crime a été commis. Gendarme, amenez le prisonnier. Jacquemin jeta un cri en se tordant. Non, dit-il. Vous me couperez un morceau si vous voulez, mais je n'irai pas. Venez, mon ami, dit Monsieur Ledru. S'il est vrai que vous ayez commis le crime terrible dont vous vous accusez, ce sera déjà une expiation. D'ailleurs, ajouta-t-il, en lui parlant bas, la résistance est inutile. Si vous ne voulez pas venir de bonne volonté, ils vous y mèneront de force. Eh bien alors, dit Jacquemin, je veux bien, mais promettez-moi une chose, monsieur Ledru. Laquelle? Pendant que tout le temps que nous serons dans la cave, vous ne me quitterez pas. Non. Vous me laisserez vous tenir la main? Oui, eh bien, dit-il. Allons. En tirant de sa poche un mouchoir à carreaux, il essuya son front trempé de sueur. On s'achemina vers l'impasse des sergents. Le commissaire de police et le docteur marchaient les premiers, puis Jacquemin et les deux gendarmes. Derrière eux venaient Monsieur Ledru et les deux hommes qu'il avait apparus à sa porte en même temps que lui. Puis, roulée comme un torrent plein de houle et de humeur et de rumeurs, toute la population à laquelle j'étais mêlé. Au bout d'1 minute de marche à peu près, nous arrivâmes à l'impasse des sergents. C'était une petite ruelle située à gauche de la grande rue et qui allait en dansant jusqu'à une grande porte de bois délabrée, s'ouvrant à la fois par 2 grands battants et une petite porte découpée dans un des 2 grands battus. Cette petite porte ne tenait pas plus qu'un gond. Tout au premier aspect paraissait au calme dans cette maison. Un rosier fleurissait à la porte, et près du rosier, sur un banc de pierre, un gros charroux se couchait avec béatitude au soleil. En apercevant tout ce monde, en entendant tout ce bruit, il prit. Il prit peur, se sauva et en disparut par le soupirail d'une cave. Arrivé à la porte que nous avons décrite, Jacquemin s'arrêta. Les gendarmes voulurent le faire entrer dans de force. Monsieur Ledru, dit-il en se retournant, Monsieur Ledru, vous avez promis de ne pas me quitter. Eh bien, me voilà, répondit ta mère. Répondit le maire. Votre bras. Et il chancelait comme s'il eût été prêt à tomber. Monsieur Ledru s'approcha, fit signe aux 2 gendarmes de lâcher le prisonnier et lui donna le bras. Je réponds de lui, dit-il. Il était évident que dans ce moment, Monsieur Ledru n'était plus le maire de la commune poursuivant la punition d'un crime, mais d'un philosophe explorant le domaine de l'innocence. Seulement, son guide dans cette étrange exploration était un assassin. Les docteurs et le commissaire de police entrèrent les premiers, puis Monsieur Ledru et Jacques Malin, puis les 2 gendarmes, puis quelques privilégiés au nombre desquels je me trouvais grâce au contact que j'avais eu avec M.M. Les gendarmes, pour lesquels je n'étais déjà plus un étranger, ayant eu l'honneur de les rencontrer dans la pluie, dans la plaine et de leur montrer mon port d'armes. La porte fut refermée sur le reste de la population qui resta grondant en dehors. On s'avança vers la porte de la petite maison. Rien n'indiquait l'événement terrible qui s'y était passé. Tout était à sa place.
le lit de Serge, verte dans son alcôve, d'une branche de buis séché depuis la dernière Pâque. Sur le canapé, un enfant, Jésus, en cire, couché parmi les fleurs, entre deux chandeliers de forme Louis XVI. Argenté autrefois. À la muraille, 4 gravures coloriées, encadrées dans des cadres de bois noir et représentant les cadres quartiers du monde entier. Sur une table, un couvert mis. À l'âtre, un pot-au-feu bouillant, et près d'un coucou tonnant la demi, une huche ouverte. Eh bien, dit le docteur, de son ton jovial, je ne vois rien jusqu'à présent. Prenez par la porte à droite, murmura Jacquemin, d'ici d'une voix sourde. On suivit l'indication du prisonnier et l'on se retrouva dans une espèce de collier à l'angle auquel du fel s'ouvrait une trappe à l'artifice de laquelle tremblait une lueur qui venait d'en bas. Là, murmura Jacquemin en se comprenant au bras de M. Ledru d'une main et en montrant de l'autre l'ouverture de la cave. Ah, dit tout bas le docteur au commissaire de police avec ce sourire terrible des gens que rien n'impressionne parce qu'ils ne croient à rien. Il paraît que Madame Jacquemin a suivi le précepte de Maître Adam. Et il fredonna. Si je meurs, que l'on m'enterre dans la cave où est... Silence interrompu, Jacquemin, le visage livide, les cheveux hérissés, la sueur sur le front. Ne chantez pas ici. Frappé par l'expression de cette voix, le docteur se tut. Mais presque aussitôt descendant les premières marches de l'escalier, « Qu'est-ce que c'est que cela » demanda-t-il. Et s'étant ramassé, il ramassa une épée à large comme une lame. C'est l'épée à 2 mains que Jacquemin, comme il avait dit qu'il avait prise le 29 juillet 1830 au musée d'artillerie. La lame était teinte de sang. Le commissaire de police, là, prit des mains du docteur. « Reconnaissez-vous cette épée ?» dit-il au prisonnier. « Oui, répondit Jacquemin. Allez, allez, finissons-en. » C'était le premier jalon du meurtre que l'on venait de rencontrer. C'est ainsi que se termine ma lecture de ce soir. J'espère que vous avez apprécié ce moment et je vous retrouve tout de suite pour la suite du roman. Bonne soirée.